De retour à Inspiration, on reçoit aujourd'hui en entrevue Madame Marianne Siskind, qui est thérapeute en relation d'aide et spécialisée avec les enfants et les adolescents. Bonjour Marianne. Bonjour Émilie. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Je te remercie pour m'offrir cette opportunité d'être ici. Je suis vraiment de contente. me faire connaître. Oh, mais je suis vraiment contente de te recevoir en entrevue aujourd'hui. Marianne, qui est thérapeute en relation d'aide, c'est la première fois à l'émission Inspiration que je reçois une thérapeute en relation d'aide. Donc, super. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Marianne, tu pratiques, toi, dans la région de Belleuil et aussi à distance avec Skype depuis 2010 déjà. Oui, absolument. Okay. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a mené à devenir thérapeute en relation d'aide? C'est une longue histoire. Je dirais que ça part de loin. Ça part de mon enfance, au fond, où moi, j'ai toujours été une personne qui était à l'écoute des autres, qui s'intéressait aux autres. C'est-à-dire que moi, je voulais toujours savoir ce qu'ils ressentaient, pourquoi ils se comportaient de telle façon, etc. Je m'intéressais réellement à l'humain à l'intérieur, pas juste à l'apparence. Donc, ça, c'est, au fond, dans ma personnalité. Puis, moi, je viens d'une famille aussi où l'émotion, c'est pas valorisé. Alors, j'ai toujours vécu des manques aussi d'expression d'émotion, puis tout ça. Donc, ça a créé un besoin pour moi de vraiment travailler avec le relationnel et l'émotionnel. Oui. Mais dans mon parcours de vie, ça n'a pas été ça. Moi, au fond, j'ai été valorisée dans le rationnel, dans tout ce qui est les études. Donc, j'ai eu un parcours qui m'a amenée à être ingénieure. OK. Et à travailler, vraiment dans un autre monde. Passer d'ingénieur à thérapeute en relation d'aide, wow, c'est un méchant changement, là. C'est vraiment l'opposé. Oui. Puis, au fond, ça fait du sens pareil parce que, tu sais, on va voir tantôt, mais de la relation d'aide, ça utilise aussi l'analyse puis le rationnel. Mais c'est qu'une partie. D'une autre façon, c'est différent, mais oui, c'est vrai, il y a une façon structurée et logique d'aider les autres, dans le fond. C'est ça. Donc, moi, j'aimerais savoir en quoi ça consiste, ça, être thérapeute en relation d'aide. Oui, ben au fond, thérapeute en relation d'aide, c'est un titre qui est réservé aux gens qui ont étudié au CRAM, le Centre de relation d'aide de Montréal. Oui. Donc, c'est une école qui a été fondée en 1985 par Colette Portelance. OK. Puis, c'est une école professionnelle, au fond, vraiment très sérieuse. Pour la formation de base, on a 1250 heures de formation qui comporte des aspects théoriques, mais aussi beaucoup de pratiques. Entre nous d'abord, entre les gens qui étudient en groupe, mais aussi après avec des clients réels. Donc, c'est ça que je pratique depuis 2010. Puis, c'est une école qui est d'orientation humaniste, c'est-à-dire que c'est basé sur les théories de Carl Rogers, qui pense que l'évolution de la personne, au fond, qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous pour évoluer. Oui. Et donc, c'est le développement du potentiel, mais dans le respect de soi, c'est-à-dire c'est pas de se changer pour devenir quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment de respecter ses forces et d'utiliser ces forces-là pour traverser nos difficultés. Dans le fond, c'est d'aller chercher qui on est à l'intérieur. Exactement. Et de le mettre en lumière et de le développer à son plein potentiel. Exactement, c'est tout à fait ça l'approche. Et puis aussi, ce qu'a apporté Colette, c'est tous les systèmes relationnels. Donc, on étudie beaucoup les relations dans cette école-là. Oui. Donc, pour améliorer les relations, puis aussi pour être plus heureux en relation, plus zen, plus paisible, être mieux en relation aussi de façon authentique. C'est beaucoup de communication authentique. OK. Authentique, c'est un mot qui a été beaucoup galvaudé. Hein. Oui, mais nous, c'est ça. Mais nous, on le travaille vraiment profondément, la communication authentique, dans le sens de parler sa vérité. De dire sa vérité intérieure, ses émotions, de parler de soi réellement dans l'intimité. OK. Est-ce qu'il y a une part là, je me pose la question, là, est-ce qu'il y a une part d'apprendre à se connecter avec sa vulnérabilité? Oui, absolument. Oui, à entrer en contact, parce que souvent, on a peur d'entrer là où on se sent vulnérable, où on se sent tout petit, où on se sent fragile. Oui. On a peur d'aller fouiller là-dedans. On a peur qu'il y ait quelque chose qui brasse, qui casse, ou je sais pas trop. Mais c'est ça, d'apprendre à faire la paix avec ce côté vulnérable-là de soi et d'apprendre à le verbaliser, à mettre des mots sur comment on se sent. C'est tout à fait ça. Puis aussi, dans notre société, c'est pas très bien vu de montrer ses émotions souvent. Ça, oui, c'est vrai. Quand on va demander à quelqu'un s'il va bien, ça va être sûr que c'est oui. Alors qu'on ne sait pas si c'est vrai. C'est ça. Donc, c'est pas non plus valorisé de les montrer, de les exprimer. Donc, ça demande des dépassements. Ça demande d'oser. OK. Mais c'est notre plus grande chance d'exprimer l'émotion qui est à l'intérieur parce que c'est ça qui va répondre à nos besoins. Oui, tout à fait. Qui va nous permettre de connecter à nos besoins puis aussi à nos limites. Donc, OK.
c'est le respect de soi. Oui, non, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les services que tu offres en tant que thérapeute en relation d'aide? Alors, au fond, comment ça se passe, c'est que moi, c'est des rencontres individuelles. Donc, quand c'est des adultes, je les reçois dans mon bureau. C'est beaucoup de l'écoute, mais c'est pas de l'écoute face à un mur, là. Nous, c'est très chaleureux. C'est aussi relationnel, c'est-à-dire que la personne va développer un lien thérapeutique avec moi, un lien affectif aussi. Et c'est avec cette relation-là qu'on va réparer les blessures aussi. C'est vraiment le lien de confiance. Créer un lien de confiance, oui, d'apprendre à se connaître en profondeur. Oui, dans le c'est fond. ça. Au fond, par les reflets que moi je vais faire, par la connaissance que je vais l'aider à acquérir sur elle-même, la personne va pouvoir finalement mieux avoir du pouvoir dans sa vie. OK. Les rencontres, ça dure 1 heure, puis c'est comme je disais, c'est pas confrontant, c'est vraiment fait dans la chaleur, puis aussi dans le grand respect du rythme de la personne et je dirais de sa réalité, de ses valeurs, etc. Moi, c'est vraiment une écoute sans jugement. OK. Donc, c'est ça, les services, en gros, ça, c'est la façon dont ça se passe. Après ça, j'ai des spécialités, on en parlera probablement tantôt. Oui. Puis aussi, l'autre façon dont ça se passe, c'est avec les enfants. C'est particulier parce qu'avec les enfants, je travaille avec le jeu. Je travaille beaucoup avec la créativité, donc avec des dessins, avec la pâte à modeler, avec des jeux de toutous. Là, on fait des petites scénettes avec les toutous. Ah, ça doit être le fun avec les enfants. Oui, ça doit être différent, adorable. Hein? C'est vraiment magnifique parce que c'est très touchant aussi en même temps parce qu'on sait qu'on leur offre des outils pour toute leur vie. Oui. Et qu'ils sont très chanceux, ces enfants-là, qui vont en thérapie parce que ils vont avoir une meilleure connaissance de leurs émotions, puis ils vont être capables de mettre des mots dessus tout de suite. Oui, c'est ça. Ils vont être capables de parler leur vérité très jeunes. Exactement. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement à l'école, même s'il y a eu des progrès quand même dans ce sens-là. Ou à la maison. Et pas forcément à la maison non plus. Si nos parents savent pas communiquer leurs émotions, on le saura pas, nous non plus. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai vécu aussi en tant qu'enfant. Donc, je suis très sensible aux enfants que je reçois aussi. Et j'éduque les parents aussi à mieux écouter l'enfant, à mieux écouter aussi le non-verbal. Oui, c'est ça que tu me disais avant de commencer l'entrevue, c'est que non seulement tu vas aider les enfants, mais c'est une thérapie pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que ça va pas à sens unique, ça va à double sens. Exactement. Il faut créer la relation, il faut rétablir la relation entre les deux. Oui, et puis parfois les parents, ont finalement, avec le temps, ont développé des patterns avec leur enfant. Donc, ça réagit toujours de la même façon. Et là, il faut briser ça, il faut changer les choses profondément dans la relation des parents pour que l'estime de soi soit mieux développée. Mais c'est pas pour culpabiliser les parents parce qu'au fond, ils ont leurs propres blessures, mais nous, on va travailler aussi leurs blessures. Ouais. Là, on va faire de l'introspection aussi avec le parent pour qu'il soit mieux capable d'aider et d'accompagner son enfant par la suite. Donc, on donne des outils et des moyens aux parents. On l'aide aussi à mieux connaître son enfant parce que de l'extérieur, on va le voir d'un autre œil. OK. Donc, c'est aussi, moi, je fais part des observations que je fais en thérapie avec les enfants. J'en fais part aux parents, mais tout en restant confidentiel, évidemment. Ce que me dit l'enfant, je ne peux pas le répéter aux parents, à moins qu'ils m'autorisent à le faire. Mais moi, je vais travailler, par contre, le fonctionnement de l'enfant avec le parent, puis le fonctionnement relationnel. OK, wow! C'est vraiment complet, dans le fond. C'est vraiment une approche globale. Très globale. Puis au fond, ce que je disais pas tantôt, c'est que l'approche de Colette Portelon, c'est une belle approche justement parce qu'elle prend en compte tous les aspects, à la fois le rationnel, la tête, le cœur avec les émotions, mais aussi le corps. Donc, comme je disais, on observe beaucoup le non-verbal. Moi, si je vois un client se reculer brusquement dans son siège ou bien croiser les bras ou bien commencer à shaker du pied ou autre, c'est des choses que je vais utiliser en thérapie. OK. Parce que ça masque une émotion qui est peut-être pas dite. Donc, on travaille tous ces signes-là pour permettre de prendre conscience de l'émotion qui est en dessous de ce geste. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de verbaliser leurs émotions non plus. Exactement. Il y en a où justement ça va sortir dans le non-verbal ou dans des tics ou... c'est ça, donc, ou des grimaces ou des choses comme ça, mais ils s'en sont pas conscients, donc c'est vraiment un travail aussi de conscientisation. Et avec les enfants, on travaille beaucoup, beaucoup le non-verbal. Puis moi, j'ai un beau petit coin pour mes enfants au sol, là, donc les enfants peuvent bouger, ils peuvent... tu sais, ils sont pas assis en quelque part, là. Ils peuvent bouger, ils peuvent... on joue ensemble, donc on s'active aussi dans la pièce, sont très libres. Donc, ça permet beaucoup de les observer aussi dans leur comportement relationnel avec moi. Puis, à la fin, il y a un petit truc, c'est que je leur dis 10 minutes avant la fin que c'est terminé, là, on a la thérapie, puis on joue ensemble. Un jeu qui décide de jouer avec moi. Sauf que je continue de les observer aussi d'une autre façon parce qu'ils pensent que c'est fini. Puis, parfois, il y a un relâchement aussi.
Fait que ça permet d'avoir une autre forme d'observation. C'est ça. Puis là, je pense aux parents qui nous écoutent en ce moment. Des fois, bon, mais il y a une dynamique à la maison, il y a des problématiques et tout, puis on ne sait pas comment les régler. Des fois, d'être tout seul là-dedans, on se sent un peu dépassé. D'aller chercher l'aide de professionnels qui sont formés là-dedans. C'est toujours intéressant. Puis non seulement on n'est plus laissé à nous-mêmes pour régler les problèmes avec notre enfant, on est accompagné là-dedans. Donc, c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec une approche comme celle-là. Puis toi, tu t'es spécialisée avec une approche pour les enfants et les adolescents. Puis on sait qu'avec les adolescents aussi, c'est différent avec les enfants. Hein? Oui. J'imagine c'est une autre réalité encore. C'est une autre réalité, c'est une autre approche, j'imagine, avec les adolescents. Oui, c'est ça. Au fond, je veux juste terminer avec les enfants et les parents. Par rapport à ta question sur les parents, c'est vrai qu'ils se sentent seuls et parfois dépassés par les problèmes qu'ils vivent et aussi se questionnent beaucoup. Ils ont besoin de réponses. Et puis, les réponses, au fond, elles sont à l'intérieur d'eux. Oui. Mais ils ont besoin de les révéler puis de se sécuriser aussi. Puis c'est pas toujours font la bonne affaire. Non, c'est ça. Puis c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui est capable de fouiller l'intérieur de soi pour trouver les réponses. Ça prend beaucoup de courage. Oui, ça prend du courage. Puis il y a aussi que c'est pas nécessairement facile. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est vraiment... ça se fait tout seul. Pour moi, en tout cas, je sais que je suis une personne très introspective, là, si on veut. Là, ça paraît beaucoup. Je me pose beaucoup de questions tout le temps. Même mon chum, il me dit « Hey, tu capotes un peu trop avec ça. Là, peux-tu prendre le temps de vivre, profiter de la vie aussi? » là? Je suis tout le temps remise en question. Puis bon, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Non, absolument. Puis il y a beaucoup de monde qui c'est comme hey, « Wow, fouille pas là. » C'est comme... c'est oui, plus souvent, difficile. On va focuser sur un problème... c'est comme pour les parents, ils vont peut-être focuser sur une difficulté de résultats scolaires ou sur un problème de comportement. Ouais. Mais ça masque autre chose. Donc, nous, on travaille vraiment les causes de ça. Oui, c'est vrai. Du comportement et des difficultés scolaires. Moi, je vais regarder avec l'enfant, est-ce qu'il y a des problèmes de motivation? Est-ce qu'il y a des difficultés aussi relationnelles? Est-ce qu'il y a dans la famille ou à l'école? Parfois, ça peut être avec le professeur que ça marche pas. OK, oui, c'est vrai. Les enfants, ils apprennent mieux quand ils ont un bon lien affectif. Mais s'il y a eu des blessures relationnelles avec l'éducateur... Là, ça peut arriver qu'ils se brusquent, qu'ils se braquent, je veux dire. Et ça peut arriver, au fond, que ce lien-là qui est moins bon, ça influence aussi l'apprentissage. Okay. Donc, c'est des idées comme ça. Mais au fond, on va regarder vraiment les choses en profondeur pour régler les problèmes de fond, pas uniquement le problème de comportement. Moi, je ne m'arrête pas à ce qu'on me dit à la surface. C'est ça. Je vais analyser vraiment le problème avec l'enfant et le parent. OK. Donc, puis avec les adolescents, j'aimerais savoir comment ça se passe. Oui, avec les adolescents, alors là, effectivement, il n'y a plus le parent. Hein. Non, à partir de 14 ans, le parent, il n'est plus là. Le parent, il n'est plus là, donc c'est vraiment tout seul. C'est l'adolescent qui doit décider de venir par lui-même. OK. Et puis... au fond, les adolescents, ils vivent évidemment des périodes de bouleversement complets. Oui, complets, en Ils effet. peuvent être beaucoup déstabilisés, ils se posent beaucoup de questions. Il y a des remises en question de leurs valeurs. Aussi de... C'est vrai que ça change du tout hein, quand que les hormones embarquent. Là, puis au fond, ils essayent de se différencier du parent au niveau des valeurs, de créer leur propre référentiel. Puis ça, c'est difficile parce que ça oblige à défusionner. Ouais. Puis aussi, ils ont des problèmes parfois par rapport à la gang. Ils essayent de se mettre dans un groupe. C'est ça, ils veulent s'identifier pas forcément au groupe, à la personnalité. Donc, ça peut aussi occasionner des difficultés relationnelles. Ouais. Des patterns malsains aussi qui se créent avec l'intimidation, avec parfois des enfants qui osent pas trop dire les choses, qui restent pris dans le non-dit, mais pour plaire, parce qu'ils veulent être intégrés, ils veulent pas être rejetés. Ils veulent t'accepter. À l'inverse, beaucoup d'isolement. Parfois, j'ai reçu des adolescents qui étaient très isolés, qui souffraient beaucoup de ça. Donc, on les accompagne pour sortir de cet isolement-là. OK. Puis aussi que l'adolescence est une phase très difficile au niveau émotionnel, parce que là, on a plein de nouvelles émotions qui jaillissent de nulle part. C'est très intense. C'est très intense, on les comprend pas. Ça s'estompe rendu à l'âge adulte, c'est moins pire, mais entre l'enfance, où est-ce que les émotions sont pas trop présentes, où est-ce que c'est très polarisé aussi, c'est comme ça va super bien ou ça va vraiment mal. T'sais. Oui, il y a beaucoup de blanc et noir. Hein? C'est ça. Puis là, on arrive à l'adolescence, puis là, il y a comme toute cette gamme de couleurs entre le blanc et le noir, que là, on comprend pas, puis ça sort d'où, ça. Fait que d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, ça doit être précieux là, pour l'adolescent. Là, qui et aussi, effectivement, c'est très précieux. Puis ce qui est
très précieux pour eux aussi. Ce que j'ai observé, c'est qu'ils ont beaucoup besoin de parler. Oui. D'être écoutés, pour eux, c'est merveilleux. Puis ils se sentent tellement incompris. C'est ça. Ils se sentent incompris. Donc, juste d'être écoutés sans être jugés, pour eux, là, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Parce que tu en parlais tout à l'heure du fait que il n'y a pas de jugement dans ta thérapie. C'est que tu prends les gens comme ils sont. Absolument. Tu n'essayes pas de les changer ou tu n'essayes pas de les transformer ou de changer leur façon de penser. Tu les prends comme ils sont, là où ils sont rendus. Puis c'est un exercice qui est très difficile, hein? Oui. Parce qu'on a tous des jugements comme ça qui passent, puis des fois on n'y est pas très attentif, mais c'est quelque chose de très humain de juger. Oui. Donc si moi je me rends compte que, parce que je suis pas parfaite non plus, il n'y a pas personne de parfait. En effet. Si je me rends compte que je commence à juger un client, je vais tout de suite m'écouter, parce que ça veut dire que j'ai une émotion là, que j'essaye de masquer. Le jugement, c'est un mécanisme de défense. Oui. Donc, c'est qu'il y a une émotion en dessous qui est souffrante. Donc, on va aller tout de suite voir. Donc, moi, je vais m'écouter. Puis, si c'est pas suffisant, l'introspection, je vais faire toute seule. Je vais aller voir un thérapeute, ce qu'on appelle des régulations. Où là, je vais aller parler de mon client, pas d'une façon non confidentielle, là, évidemment. Je vais respecter ça, mais je vais parler de mon client pour essayer d'aller voir c'est quoi en moi qui fait que... Oui, qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Parce qu'avant qu'on commence l'émission, tu me disais que toi, tu es chapeautée par un ordre professionnel. Oui, absolument. Au fond, moi, j'appartiens à la CITRAC. J'adhère à la CITRAC, qui est la Corporation internationale des thérapeutes en relation d'aide du Canada. OK. Qui nous chapeaute effectivement au niveau du professionnalisme, c'est-à-dire qu'on a un code d'éthique et de déontologie. À respecter. On a des limites. Et puis aussi, on doit se ressourcer. On est obligé de se ressourcer à la fois par des thérapies individuelles, des régulations aussi par rapport à notre clientèle. On doit en faire un certain nombre par année. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Oui, c'est clair. Puis en même temps, moi, c'est drôle parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Ah ben là, tu sais, un coach qui va voir un autre coach, moi, je trouve que c'est pas très professionnel. » Non, c'est pas vrai. Au contraire. Au contraire, un coach qui va pas voir un autre coach ou un thérapeute qui va pas suivre de thérapie lui-même, c'est quelqu'un qui est pas capable de se remettre en question. Exactement. Comment est-ce que tu veux qu'il aide les autres à se remettre en question? Oui. Je veux dire, parce que nous, on aide le client à ramener le projecteur sur lui, puis à se regarder, mais on doit faire la même chose. Oui. Parce que aussi, on influence inconsciemment le client. Si moi, j'ai des bibites qui sont pas réglées, je vais peut-être inconsciemment les transmettre. Les projeter, ou en tout cas, ça va interagir dans la relation que je vais avoir avec mon client. Puis comme nous, on travaille beaucoup avec la relation, c'est important que moi, je nettoie régulièrement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est vraiment très important. Puis je suis une personne qui est très responsable aussi, très professionnelle. Donc, je me ressource aussi par des recherches, par des lectures, sans cesse. Pour constamment t'améliorer. Exactement. Puis c'est par des rencontres, c'est par des échanges avec d'autres thérapeutes. Pour moi, le relationnel est très, très important aussi dans mon approche professionnelle. OK, super. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te distingue des autres thérapeutes en relation d'aide? Là, on parlait que oui, tu t'es spécialisée pour les enfants et les adolescents, mais tu as aussi une autre spécialisation qui est, de un, la transition de vie. Oui, c'est ça. Au fond, je travaille, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec des enfants et des adolescents puis leurs parents. Oui. Mais je travaille aussi avec des adultes. OK. Donc, quand on parle de transition de vie, c'est des personnes qui arrivent à un moment dans leur vie où est-ce que, comment je dirais ça, là où ils sont rendus, leur vie leur convient plus. Le travail convient plus, la relation amoureuse ou peu importe. Mais là, ils veulent autre chose, mais ils savent pas quoi. Oui. Ils savent pas par où commencer. Donc, toi, tu vas aider les gens à faire la transition. Absolument. OK. Ça peut être une des raisons, ça peut être qu'effectivement, ils se sentent dans un moment de leur vie où ça va plus. Ils savent qu'il y a des changements à faire, mais ils savent pas exactement comment. C'est confus. Okay. Donc, nous, on les aide à trier au milieu de cette confusion-là, puis à reprendre pouvoir, puis aussi à tracer le chemin. Où ils veulent s'en aller, en fonction de qui ils sont. Donc, c'est vraiment, là encore, c'est un travail de connaissance de soi pour se sentir à sa place. Ben enfin. Oui, c'est tellement important d'apprendre à se connaître soi-même. Pour vivre une vie pleinement épanouie et heureuse, il faut être en alignement avec qui on est. C'est notre unicité qu'on doit valoriser. Exact. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis aussi, la transition de vie, ça peut être autre chose. Ça peut être des événements inattendus. Ça peut être une séparation qu'on subit ou qu'on a initiée, mais ça n'empêche que dans les deux cas, il y a des difficultés avec ça. Ça peut être comme moi, j'ai vécu une immigration. Oui. Ça peut être un changement de pays ou un déménagement, tu sais, aussi bien quand on parle de la Gaspésie pour venir ici. C'est un gros changement aussi. Oui. Est-ce que ça peut être le deuil aussi? Quelqu'un qui vit un deuil? Parce que veut pas, c'est une transition, là. Il faut faire avec... La personne était là, et puis là, c'est ça. C'est une adaptation. Au fond, les transitions de vie, c'est tout ce qui nécessite des adaptations profondes, des changements importants dans lesquels on doit se réadapter, des changements bouleversants.
Donc, c'est tout ça. Pour moi, les transitions de vie, ça peut être aussi le passage à la retraite, ou en tout cas, on s'annonce vers ça. Ça peut être des transitions d'âge. Tu sais, à la quarantaine, on remet en question beaucoup de choses parfois. Tu sais, on dit ça, la transition du mi-temps de la vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça peut être aussi la trentaine, des gens qui n'ont pas d'enfants, qui veulent des enfants, qui remettent en question leur vie. Parce qu'ils voient que ça peut pas fitter dans leur vie actuelle. Ouais, je sais. Des choses comme ça. Ou ça peut être des réorientations de carrière. Ouais, c'est ça. Ben, je sais que moi, j'ai eu 30 ans, là, il y a quelques mois à peine, et beaucoup, ça, je me disais, je suis rendue à 30 ans, là. Ben, moi, je suis très à l'aise avec le fait d'avoir 30 ans. J'ai une de mes amies qui était, oh mon Dieu, les meilleures années de ma vie sont derrière moi. Tu sais, c'était comme la fin du monde. La trentaine, finalement, ça a passé. Moi, pas du tout. Au contraire, j'étais heureuse d'avoir 30 ans. Mais en même temps, j'étais comme, OK, là, je regarde le monde dans ma vie qui sont dans la trentaine. Je dis, OK, oui, ils fondent une famille, achètent une maison. C'est comme, là, la carrière, c'est ça, ils mettent en place les bases. La carrière est en train de prendre son envol. J'étais comme, OK, qu'est-ce que moi je veux pour ma trentaine? Hey, c'est vrai que c'est une remise en question. Hein? Mais tu parlais aussi des gens qui passent à la retraite. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à la retraite, puis il y en a beaucoup qu'on entend parler du blues de la retraite, où est-ce que il y a une espèce de petite déprime qui vient avec ça, parce que toute leur vie, ils se sont beaucoup valorisés par le travail. Et là, ils arrivent, ils travaillent plus. Oups! Ils se valorisent dans quoi, là? Qui je suis maintenant. Qui je suis maintenant, exactement. Donc, ça aussi, je pense que c'est important. Oui, absolument. C'est un bel exemple. Merci beaucoup, Émilie. C'est vraiment super. Tu me fais la job. Non, mais je veux dire, les gens qui arrivent dans une transition de vie, je pense que d'avoir un accompagnement, ça peut être le fun. Oui, c'est très important parce que comme on disait, pour remettre en place des meilleures bases. Oui. Pour aussi être plus en accord avec soi-même, parce que les valeurs, ça change aussi au cours de la vie, hein, un petit peu. On doit toujours se remettre en accord avec soi-même, puis réévaluer à chaque transition de vie nos besoins, nos limites. C'est quoi mon besoin à 30 ans? C'est pas le même qu'à 20 ans. C'est ça. Et puis, à la retraite, c'est quoi que je veux pour ma vie maintenant? Exact. Comment je veux être en relation aussi, parce que ça peut être aussi le départ des enfants de la maison, hein? Oui. C'est une transition aussi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'ils sont plus là? ça aussi, c'est une autre épreuve à surmonter. C'est une épreuve. Oui. Et puis, ça peut être aussi la maladie, des maladies chroniques ou des maladies graves. Il faut faire des deuils. Il y a des pertes qui vont être gérées. Et parfois, ils passent par une phase très critique où finalement, ils veulent pas du diagnostic. Donc, ça peut aller jusqu'aux idées suicidaires, là. Je sais, c'est vraiment pas évident, ça, à traverser. Nous, on les aide vraiment à l'acceptation. C'est ça. Je les accompagne dans toutes ces étapes-là. OK. Dans le fond, tes services sont offerts à tout le monde, dans le fond. Autant les enfants, les adolescents que les adultes, puis jeunes et moins jeunes. Donc, vraiment à tout le monde. Les gens qui sont prêts, les gens qui veulent prendre les choses en main. Exactement. Parce que les gens qui vont à reculons, non, ça me tente pas, ça marchera pas. Non, là. C'est ça. C'est ce qu'on se disait tantôt. Au fond, ça prend des gens qui soient prêts à se remettre en question vraiment, à se regarder. Je pense que ça demande une ouverture d'esprit. Exactement. Une ouverture, puis une volonté. Parce que des fois, j'en vois qui arrivent dans mon bureau qui me disent, moi, en tout cas, je veux pas faire une thérapie longue, là, faut que ce soit réglé vite. Je suis pas sûre que c'est la bonne clientèle pour moi, parce que c'est vrai que nous, on fait un travail en profondeur. Ça veut pas dire que ça va durer forcément des années. Hein. J'ai des clients, on se rencontre, ils font déjà un très beau travail. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont être là pendant 3-4 ans parce qu'ils ont besoin d'aller chercher des choses plus profondes, qui ont été refoulées longtemps. C'est ça. Puis le chemin est différent pour tout le monde. Exactement. On est tous uniques, donc tout le monde fait un chemin unique. Exactement. Il n'y a pas de cadre. Moi, quelqu'un qui me demande combien de temps tu penses que ça va durer, je le sais pas d'avance. Puis c'est pas moi qui pourrais le dire, ça va être la personne elle-même qui va le sentir. C'est ça, exact. Comme je disais, moi, je travaille beaucoup l'autonomie de la personne. C'est elle qui va s'écouter. Et à partir de cette écoute d'elle, elle va développer son GPS intérieur, là, comme je dis, son écoute d'elle-même qui va l'aider pour toute la vie. Donc, c'est pas moi qui vais lui donner des conseils. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que notre approche est non directive. Oui. C'est très important pour moi parce que qui je serais, moi, pour donner des conseils à partir de moi? C'est ça, c'est ça. Il faut apprendre à aider les gens à trouver leurs propres réponses qui leur conviennent à eux. Leur force, leurs ressources. C'est ça. Alors, puis souvent, comme tu le disais tout à l'heure, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Ça, je suis tellement d'accord avec ça. Vraiment. Puis ça résonne en moi parce que les meilleures réponses pour nous sont en nous. Sont pas chez le voisin, sont pas à l'autre bord de la rue, sont pas à l'extérieur de nous, sont en nous. Donc, il faut prendre le temps de creuser puis les découvrir. Et en terminant, moi, j'aimerais savoir en quoi tes services sont profitables pour tes clients. Oui, je veux juste revenir un petit peu en arrière par rapport au service.
Oui, t'offres les services aussi avec les jumeaux. Oui, c'est ça, exactement. Avec les parents qui ont des jumeaux. Oui. Donc, toi, t'as déjà des jumeaux à la maison. Moi, je suis maman de jumeaux. Puis, donc, pour les transitions de vie, comme je disais, moi, j'en ai vécu beaucoup dans ma vie. Donc, j'ai beaucoup travaillé ça, les transitions de vie. Puis, une de mes grosses transitions de vie, ça a été d'apprendre que j'allais être future maman de jumeaux. OK. Donc, passer le choc. Oui. Ensuite, il y a une adaptation. Parce que c'est plus un, mais 2 bébés. Et tout est différent. Donc, oui. Puis je pense que c'est ça, comme tu me disais avant qu'on commence l'émission, les jumeaux, c'est différent que juste un enfant. Il y a des difficultés qui sont différentes. Puis d'avoir des ressources aussi, c'est pas évident parce que c'est pas tout le monde qui comprend les jumeaux. C'est pas tous les thérapeutes ou tous les spécialistes qui comprennent les jumeaux. Donc toi, tu t'es spécialisée aussi là-dedans. Oui, parce qu'il y a très peu de thérapeutes qui se sont intéressés à cette problématique-là. Il y a eu quelques spécialistes de jumeaux, des psychologues qui ont écrit des livres ou qui se sont intéressés à ça, dont j'ai lu d'ailleurs tout ça. Oui. Mais c'est très rare finalement. Puis moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Je me suis beaucoup intéressée à cette problématique-là. Quand je dis problématique, c'est pas négatif pour moi. Hein. Je veux juste préciser. Pour moi, c'est juste pour dire que il y a des choses spécifiques qui sont dans le lien avec les jumeaux. D'abord parce que c'est pas un bébé, mais 2 bébés qui créent un triangle avec le parent. C'est ça. Des fois, les jumeaux sont fusionnels. Des fois, ils sont en confrontation. Des fois, on doit gérer les relations à 3 et à 2 aussi. C'est ça. Avec des difficultés, donc de comparaison, de culpabilité parfois. Oui. Des relations difficiles aussi dans la fratrie parce que, comme je disais tantôt, il peut y avoir au niveau des jumeaux un rejet de la part du reste de la fratrie où les jumeaux eux-mêmes peuvent rejeter parce qu'ils se sentent différents aussi. Oui. Puis que ça crée un bloc. C'est pas évident de voir une personne, c'est comme dans un miroir, là, de voir que cette personne-là, elle est pareille, puis ils veulent être uniques, ils veulent être authentiques, mais en même temps... Il y a la différenciation et en même temps... C'est ça, ils sont complémentaires. Exactement. Sur ce, moi, j'aimerais ça qu'on termine en y allant avec les avantages que ça a de venir te voir en thérapie, dans le fond. Oui. On parle d'amour de soi, de s'aimer mieux. Oui. De mieux s'accepter aussi. Absolument. D'avoir une meilleure estime de soi. On parle de valorisation, de reconnaissance. Donc, tout ça en gros... D'adaptation au changement aussi. Oui, puis d'aller vers qui on est, c'est-à-dire de se sentir enfin à sa place avec qui on est. Trouver son authenticité. Exactement. Ça, c'est extrêmement important. Donc, sur ce, pour les gens qui voudraient venir te voir, ils peuvent aller au www.mariannesiskind.com. Je vais l'épeler. Donc, Marianne, M-A-R-I-A-N-N-E. S-I-S-K-I-N-D, tout ça en un mot.com. Donc, aussi, ils peuvent te chercher sur Facebook. Donc, Marianne Siskind, T-R-A, donc thérapeute relation d'aide. Courriel liberté, sans accent, point intérieur, @gmail.com, ou ils peuvent te rejoindre sur ton téléphone au 514-660-2550. Merci beaucoup, Marianne, d'être venue en entrevue. Merci beaucoup, Émilie. C'était super intéressant. Je suis ravie d'avoir participé à ton émission. Puis, merci beaucoup pour l'écoute et puis aussi cet espace que tu m'as offert. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. Sur ce, je souhaite une excellente semaine à tout le monde. C'était tout pour cette émission de Inspiration. On va se revoir la semaine prochaine et je vous souhaite une